Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Merci d'être présents ce soir. Je sais que c'est un sujet qui est très alléchant parce que ce soir, on ne le fait pas souvent au Web Radio, mais ce soir, on va vous présenter du matériel à l'écran pour vous aider. Donc, notre sujet ce soir est comment mettre en place le plan de gestion de l'actif. Ne paniquez pas, on va couvrir tous les sujets là-dessus. On espère avoir le temps de répondre aussi à vos questions. Donc, c'est encore un plaisir pour moi d'animer la web radio de ce soir. Et ce soir, je suis accompagnée d'une vedette depuis la publication du règlement, Julien, qui est partout, 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 dans tous les colloques, dans Salut. toutes les activités. Salut, Julien. Allô, allô. Julien, Julien de la compagnie Audi, qui est une filiale des Paty Beauchemin, donc une firme d'ingénierie, service professionnel d'ingénierie, mais aussi producteur de fonds de prévoyance, carnet d'entretien, avec la firme Audi pour les plus petits syndicats, Julien, 20 unités et moins, c'est ça, Audi, ou 25? Exactement, exactement. Carnet d'entretien et tout du fonds de prévoyance pour les petites copropriétés. Puis logiciel aussi de gestion du carnet d'entretien là, pour l'ensemble des copropriétés, qu'ils soient 2 ou 250. Parfait. Merci d'être avec nous, Julien. Je sais Avec qu'on a de plaisir. la matière ce soir solide. Donc, notre commanditaire de la soirée ce soir, c'est Audi. On vous le rappelle, Julien vient de le dire, production, comment suivre et tout ça, mais faites-vous-en pas, on vient là-dessus pendant la prochaine heure. On est là pour vous aider. Merci au RGCQ, le regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec. Je le répète, c'est important que votre syndicat soit membre du RGCQ. Vous allez recevoir de l'information. Ben là, je dis un envoi postal, c'est pas trop la mode ces temps-ci, mais vous allez avoir accès à des demandes d'informations sur la ligne InfoGestion. Il y a des gens qui répondent à vos questions là-dessus. Vous allez pouvoir vous inscrire à des taux très bas, donc des prix très bas pour des formations pour les administrateurs, les copropriétaires, etc. Donc, le RGCQ, c'est vraiment un support autant sur le web que des formations qui peuvent être données, comme il y avait eu les colloques, autant à Québec, Montréal, Outaouais. Et maintenant, je le présente aussi en même temps, le RGCQ a ouvert un chapitre dans l'Estrie. Et dans le mois d'octobre, il y aura au Château Bromont un petit colloque justement pour faire le tour du nouveau règlement qui est paru. Donc, merci à Lanceny qui est avec nous derrière pour nous aider du RGCQ. Donc, ce soir, on commence directement. Je vous invite, si c'est possible, d'attendre pour poser vos questions. Parce que Julien, moi et Lanceny avons prévu de présenter à peu près une trentaine de minutes. On va faire un retour sur le projet de règlement. On va faire un retour sur quand on reçoit l'étude, qu'est-ce qu'on fait, comment vous aider à mettre en place ces outils-là et le suivi de ces outils-là. Mais si vous posez trop de questions, je ne veux pas que ça s'accumule non plus. Donc, je vous le dirai à partir de quand on sera prêt à répondre à vos questions. Selon nos calculs, une trentaine de minutes, on a présenté nos affaires. Et par contre, Julien et moi aimons beaucoup jaser, fait qu'on va essayer d'être très concis. Fait que Julien, si tu veux commencer là-dessus, parce qu'on a, comme on dirait en bon français, beaucoup de viande à couvrir sur notre os. Ben oui, c'est ça. Puis le but ce soir, c'est justement d'essayer de donner un peu des trucs pratiques parce que là, évidemment, dans les prochains mois, peut-être les prochaines années, mais on espère plus les prochains mois, vous allez faire préparer votre carnet d'entretien, votre étude du fonds de prévoyance. Puis, tu sais, je pense que le but, c'est oui, d'essayer de vous donner des trucs pratiques de comment on met ça en application, mais le but, c'est aussi de vous entendre puis d'essayer de prendre vos questions puis les défis concrètement que vous avez à relever avec ça, puis essayer de vous donner un coup de main avec ça. Quelques petits rappels, hein. Le but ce soir, c'est pas de repasser pour une énième fois sur ce que dit le règlement, mais bon, quand même quelques rappels, je pense, d'usage au niveau du carnet d'entretien pour ceux qui auraient manqué là, les autres, les nombreuses présentations à ce sujet-là. Donc, il faudra faire établir le carnet d'entretien par un professionnel d'ici au plus tard au 14 août 2028. Après ça, une fois que vous avez votre carnet d'entretien, le conseil d'administration doit mettre à jour au minimum une fois par année son carnet d'entretien. C'est justement un des sujets qu'on va aborder ce soir, là, ces fameuses mises à jour du carnet d'entretien. Le carnet d'entretien doit être révisé par un professionnel
aux 5 ans, aux 10 ans dans certains cas. Donc, si la copropriété a 8 parties privatives ou moins d'habitation ou 3 étages hors sol au maximum, ou encore là, s'il n'y a pas de partie commune dans un immeuble. Donc, c'est des révisions 10 ans dans ces cas-là. Professionnel autorisé pour préparer le carnet d'entretien, ingénieur, technologue professionnel, architecte et évaluateur agréé. Et si vous avez fait établir votre carnet d'entretien par un de ces professionnels-là entre le 14 août 2023 et 14 août 2025, ben, il est considéré comme étant valide. Il faudra planifier une révision, soit 5 ans ou 10 ans plus tard, là, selon le cas. Donc, ça, c'est les petits rappels là, d'usage là, du cadre légal général. On n'est pas dans le contenu. Au niveau de l'étude du fonds de prévoyance, ben, c'est un air de déjà-vu. Ça se ressemble quand même passablement, hein. Les syndicats de copropriété devront faire réaliser une étude du fonds de prévoyance par un professionnel au plus tard d'ici au 14 août 2028. Il faudra refaire une étude ou la faire actualiser ou la faire réviser aux 5 ans. Et dans ce cas-ci, c'est aux 5 ans pour toutes les copropriétés sans exception. Là, il n'y a pas des plus petites copropriétés qui peuvent le faire aux 10 ans. C'est aux 5 ans pour tout le monde. Professionnels autorisés, c'est les mêmes que pour le carnet d'entretien, donc ingénieur, technologue, professionnel, architecte, évaluateur agréé, mais on rajoute dans ce cas-ci aussi les comptables professionnels agréés, membres de l'ordre des CPA. Et si vous avez obtenu une étude par un de ces professionnels-là entre le 14 août 2023 et 14 août 2025 est considéré comme valide, il faudra planifier une révision ou une actualisation 5 ans suivant la date d'obtention. Donc, ça, c'est quelques rappels, là, date limite qui peut faire ces choses-là pour vous et ainsi de suite. Maintenant, c'est le vif Le du grand sujet de la point. soirée. On fait quoi une fois qu'on a ces documents-là? Donc, c'est là-dessus qu'on a envie d'entendre vos questions, vos défis, d'essayer de vous donner un coup de main avec ça. Donc, le but ce soir, c'est de vous présenter quelques peut-être lignes directrices, quelques conseils pour vous aider avec la mise en application de ces documents-là, hein, puisque c'est des outils de gestion pour le conseil d'administration et pour le gestionnaire immobilier si vous en avez un. C'est pas juste un document qu'il faut faire pour cocher une case, là. C'est vraiment des outils de travail pour vous une fois que vous les aurez obtenus. On a réparti ça en 4 grandes phases, si on veut. La première étant, bon, vous avez donné le mandat à une firme de professionnels de préparer votre carnet d'entretien, votre étude du fonds de prévoyance. On les reçoit. Qu'est-ce qu'on fait à partir du moment qu'on reçoit ces documents? Donc, première chose, ben, souvent, il va y avoir un point de contact au dossier, un membre du conseil d'administration la plupart du temps, ou le gestionnaire immobilier si vous en avez un. Donc, première chose à faire, on reçoit les documents. Ça ne serait pas une mauvaise idée de les envoyer aux autres membres du conseil d'administration qui devront travailler avec ces documents-là pour qu'ils puissent en prendre connaissance. Ça a l'air niaiseux, il y en a qui ne le font pas. Mais bon, de les envoyer, c'est une chose, mais pourquoi pas tout de suite planifier une rencontre du conseil d'administration pour regarder ces documents-là ensemble, que tout le monde prenne le temps de les consulter chacun de son côté, mais après ça, qu'on fasse une mise en commun là, de ce qu'on en pense, puis des choses qu'on a remarquées là-dedans, puis qu'on a trouvées intéressantes. Donc, on reçoit les documents, on planifie tout de suite une réunion quelques semaines plus tard. On envoie les documents à tous les membres du conseil d'administration qu'ils en prennent connaissance là, pour qu'on puisse en discuter lors de notre prochaine réunion. Après ça, ben, il y a 2 facettes qui seront à analyser dans ces documents-là. Évidemment, carnet d'entretien, donc c'est tout ce qui est la technique, hein, le volet technique du bâtiment, et l'étude du fonds de prévoyance, qui est davantage le volet financier, spécifiquement le volet financier concernant les réparations majeures et les remplacements, puisque l'étude du fonds de prévoyance, c'est pour les gros travaux, hein, c'est pas pour le financement de l'entretien courant. Donc, ce sont les 2 volets essentiellement que ces documents-là vont couvrir. Donc, sur le plan d'analyse technique, je pense que mon conseil pour, bon, le règlement dit que la planification des travaux du carnet d'entretien doit être sur un minimum de 25 ans. Le plus intéressant et le plus crunchy pour toutes les copropriétés, ça va être de regarder quels sont les travaux qui sont prévus dans le carnet d'entretien pour les 5 prochaines années. Pourquoi? Ben parce que les travaux qui sont dans 20 ans, dans 25 ans, c'est des planifications sur des bases théoriques, des durées de vie utiles théoriques des différentes composantes.
Mais ce qui est dans le 5 ans et moins, là, c'est du concret. Là, c'est parce qu'il y a un professionnel qui est venu inspecter les parties communes puis qui dit, ben ça, il faudra le remplacer l'année prochaine, puis ça dans 2 ans, puis ça dans 3 ans. Donc là, c'est basé sur des données terrain, c'est du concret, c'est les travaux que vous allez avoir à prévoir à court terme. Donc, la première chose, je pense que vous devriez regarder en tant que conseil d'administration, c'est ces travaux-là, 0,5 ans. Puis est-ce que, selon vous, ça semble correspondre à la réalité que vous observez? Est-ce que le carnet d'entretien nous dit que le cabanon est à refaire dans l'année prochaine alors que vous le regardez, puis selon vous, il est en parfait état? Est-ce que, est-ce que les fenêtres qui vous semblent dans un état de vétusté avancé ne sont pas dans le 0,5 ans alors qu'à votre avis, ça commence à urger? Donc, c'est vraiment là-dessus que vous devriez là, concentrer là, votre analyse, vos réflexions. Là. Est-ce que selon vous, ce plan sur 0,5 ans-là est une bonne représentation de ce que vous jugez qui est à faire à court terme? Dans la vie d'un bâtiment, là, 5 ans, c'est du court terme. Là. Donc, pour bien des affaires dans la vie, court terme, c'est une couple de jours ou quelques semaines. Pour un bâtiment, dans le 0,5 ans, on est dans du court terme. Donc, est-ce que ça correspond à votre réalité? Je Tu sais, vais tout de suite. Julien, Oui, juste pour ajouter ce que tu viens de dire, tu sais, ça va aussi permettre aux administrateurs de copropriété de, pour le premier jet de ces études-là puis de ce carnet-là, c'est de se planifier déjà. Tu sais, tu vas nous en reparler tantôt, mais il y a des moments cruciaux dans une année où est-ce que c'est le temps de faire des soumissions, puis il y a d'autres moments où c'est le temps de réaliser les travaux. Tu sais. oui. Fait qu'on va revenir là-dessus, mais quand Julien vous disait tout à l'heure, on analyse la patente, c'est tout de suite pour mettre des drapeaux rouges sur ce qui est dans un an ou deux, parce que si on parle de remplacer des fenêtres, ça ne se commande pas en 3 semaines le mois de septembre, là, pour que ça soit fait Ah, avant exact. Noël. Exact. Fait que pour ceux qui n'auraient jamais vu encore de quoi ça peut avoir l'air, un carnet d'entretien là, professionnel, bon, mettons, là, je suis dans un exemple de carnet d'entretien dans la section portant justement sur la planification des réparations majeures, des remplacements. Ben, bon, ça peut prendre différentes formes selon à qui vous ferez affaire. Ben, on s'en va là-dedans. Puis on regarde, là, ben, écoute, finalement, là, ici, on a beaucoup quand même de travaux à faire en 2026. Donc, puis en 2027, c'est ça qui devrait vous intéresser davantage. Tu sais, c'est pas le temps là, de commencer à tomber dans la suranalyse de ce qui est prévu en 2045. Là, on est dans du théorique. Là, donc, focuser sur ce qui est en haut du tableau ou ce qui est vraiment dans le 0,5 ans dans votre liste. Est-ce que ça, selon vous, c'est représentatif des travaux qu'il y a à faire? Puis si vous croyez que ça ne l'est pas, bien évidemment, ça sera le temps de poser des questions aux professionnels sur pourquoi ils pensent que ces travaux-là sont requis. Euh, Après ça, l'autre volet, c'est le volet financier. Hein, comprenez-vous bien les recommandations? Donc, il y aura probablement plusieurs scénarios qui vous seront proposés dans votre étude du fonds de prévoyance. Parfois, il y aura des recommandations séparées pour des parties communes à usage restreint qui font l'objet de répartitions de charges qui sont différentes du reste. Ça peut devenir un peu complexe là, de digérer tout ça. Donc, l'important, c'est, tu sais, si vous avez à répondre à la question, on est supposé mettre combien dans le fonds de prévoyance l'année prochaine, ben, vous devez être en maîtrise de cette réponse-là. Vous devez être capable de répondre à cette question-là facilement. Si tout ça vous paraît un peu flou et que vous n'êtes pas sûr, bien évidemment, ce sera le temps de poser des questions. Encore une fois, là, je monte à l'écran pour ceux qui n'auraient jamais vu là, de quoi ça peut avoir l'air, une étude du fonds de prévoyance. Ici, bon, je suis évidemment dans un exemple, mais tu sais, vous allez tous avoir dans une étude du fonds de prévoyance hein, des tableaux là, de chiffres là, qui vont avoir l'air de peut-être quelque chose comme ça. Bon, tu sais, des tableaux avec des années financières, des soldes en début de période, des soldes en fin de période, des dépenses, des intérêts. Et, ben là, dans ce cas-ci, dans le cas de Woody, nos tableaux sont quand même, somme toute, faciles à comprendre. Contribution annuelle. Donc, c'est assez facile à comprendre. Mais je vous le confirme, ils ne sont pas toujours limpides. Et s'il y a des tableaux en plus pour certaines parties communes à usage restreint, est-ce que c'est clair pour vous qu'est-ce que vous devez faire avec ça? Donc, tu sais, vous devez mettre en application ces recommandations-là. Donc, la simple question, on est supposé mettre combien dans le fonds de prévoyance l'année prochaine? Vous devrez être capable de répondre à cette question-là très facilement. Si ce n'est pas le cas, bien évidemment, ça sera le temps de poser des questions au professionnel qui a préparé votre étude. C'est le bon moment pour ça. C'est un beau tableau, Julien, quand on va remplir les attestations sur l'état de la copropriété. Donc,
c'est important parce que vous êtes en planification de vos choses, mais ça, c'est le squelette de travail dans plein de sphères de votre syndicat de copropriété. Préparer les travaux majeurs, préparer les copropriétaires à cotiser, préparer les soumissions, ça va vous servir dans tout, et ben, remplir une ASSEC pour Oui, ben permettre oui, les ventes. absolument. Pour ceux qui étaient là à la dernière web radio, là, bon, Oui. où justement là, la SEC a été beaucoup discutée. Tu sais, à un moment donné, dans la SEC, faut dire c'est quoi les travaux prévus pour les 10 prochaines années. Mais normalement, votre carnet d'entretien va répondre à cette question-là. Vous allez aller dans l'échéancier des réparations majeures et remplacements, puis vous allez aller chercher les travaux prévus pour les 10 prochaines années. Et dans votre étude du fonds de prévoyance, bon, dans la SEC, c'était quoi le solde que vous deviez avoir au début de l'année financière en cours? Ben, si l'année financière en cours, c'est 2026, ben, total en début de période, c'est exactement ce chiffre-là qu'il faut mettre. Et après ça, ben, on vous demande les coûts estimés des travaux prévus les 10 prochaines années. Normalement, dans votre étude du fonds de prévoyance, vous allez trouver ces montants-là. Donc, c'est effectivement là, des documents là, absolument capitaux à avoir en main pour être capable de bien remplir là, son attestation du syndicat, là. Si je peux me permettre, pendant que tu dis ça, le règlement permet d'avoir 3 ans pour le faire, mais vous comprenez bien, parce qu'on vient de jaser, c'est que le plus tôt, c'est le mieux, parce que c'est des outils que ça vous prend pour déjà mettre en place le suivi de votre syndicat, mais de répondre aussi à la SEC qui va être demandée au syndicat. Votre syndicat par un copropriétaire qui veut vendre, il veut répondre à un éventuel promettant acheteur, les vraies affaires. Si on ne l'a pas, c'est plus complexe pour les administrateurs de Absolument, répondre. absolument. Puis bon, pour reprendre les propos de Maître Jolicoeur à la dernière web radio, l'attestation, c'est un document officiel, là. C'est pas le temps de donner des opinions sur ce que l'on pense. Fait que si on vous demande quels sont les travaux à prévoir dans les parties communes pour les 10 prochaines années, puis que vous n'êtes pas vous-même des experts, il ne faut pas se lancer dans des opinions, là. On parle de faits dans l'attestation. Donc, c'est sûr qu'à moins d'avoir un carnet d'entretien fait par un professionnel, ça pourrait être bien difficile de répondre à cette question-là. Donc, on serait probablement mieux de dire nous n'avons pas de carnet d'entretien, on ne le sait pas si on ne le sait pas, là. Donc, C'est ça, euh, exactement. question professionnelle. Vous en aurez probablement plusieurs. En tout cas, du moins, bon, on a quand même un certain nombre de nos clients là, qui ont toujours bien des questions pour nous. Ça fait toujours plaisir de répondre du mieux possible. Donc, mon conseil, bon, vous allez vous regrouper en conseil d'administration après avoir lu, digéré ensemble ces documents-là. Vous allez focuser votre attention sur les travaux à faire dans les 5 prochaines années, vérifier si vous comprenez bien ou non les recommandations financières de l'étude du fonds de prévoyance. Ben après ça, s'il y a des incompréhensions, faites une liste de toutes vos questions. Pour communiquer efficacement avec le professionnel qui a fait ces documents-là pour vous, ça va être beaucoup plus efficace que si à toutes les, si vous faites vous envoyez des questions en continu. Là, on lit 3 pages, on envoie une question. 3 jours plus tard, on lit 5 autres pages, on envoie une autre question. Ça va être un peu fatigant. Puis ça va être difficile, là, ça va allonger là, le délai de réponse également. Donc, pour travailler efficacement, listez toutes vos questions, envoyez tout ça en même temps aux professionnels. Évidemment, ça pourrait être pertinent aussi là, d'avoir une rencontre là, avec les professionnels qui ont réalisé ces documents-là. Des fois, en parlant oralement, là, ça peut être plus efficace. Il y en a qui préfèrent à l'écrit, puis c'est bien correct aussi. Bon, c'est une ligne là, qui, seule comme ça, ne veut pas dire grand-chose, là, mais évitez de perdre votre temps sur des faux débats. Tantôt, je parlais, là, une planification sur 25 ans. Des fois, dans certains carnets d'entretien, ça va être même sur 40, 50, 75 ans. Tu sais, on a des cas de temps en temps où des gens nous disent, ben nous, ces travaux-là prévus en 2048, on pense que ça va être possible de les faire en 2052. C'est des faux débats. C'est des C'est ça. échéances qui sont basées sur des durées de vie théoriques. Il y aura plusieurs révisions du carnet d'entretien d'ici en 2050, là. Donc, ça va être réajusté en continu à tous les 5 ans ou à tous les 10 ans, là, selon vos fréquences de révision. Donc, ça ne vaut pas la peine de commencer à débattre là-dessus, là, débattre davantage sur le court terme et votre compréhension des recommandations financières. Puis quand je dis débattre, ça aussi, là, c'est des faux débats, là. Tu sais, de dire que, bon, évidemment, pour beaucoup de copropriétés, là, l'aspect financier pourra être quand même un coup dur à prendre, là. Ben, la pilule passe de travers un peu, puis c'est normal, là. On est dans un changement de mentalité, un changement culturel. Tu sais, de dire
c'est trop cher, il n'y a pas matière vraiment à débat. Tu sais. Si vous suspectez qu'une erreur a été commise dans un estimé et que vous êtes capable d'expliquer les raisons, là, on est dans un débat ou dans un échange constructif. Mais tu sais, de dire, ben, on n'aime pas ça parce que ça augmente nos frais de condo, je dis, oui, mais nous autres, on regarde les besoins de l'immeuble, on ne regarde pas l'appréciation de tous et chacun. Moi aussi, j'aime ça en garder le plus dans mes poches. Donc, c'est la même chose pour tout le monde. Donc, tu sais, soyez argumentés là, dans vos questions, dans votre analyse. C'est correct de soulever des doutes, c'est correct de soulever des erreurs potentielles, là, mais il faut juste pas perdre notre temps là, sur des faux débats lorsqu'il n'y en a pas. Et communiquer d'une seule voix l'ensemble de vos questions professionnelles. Ça, des fois, on voit ça, différents membres du conseil d'administration qui envoient des questions de façon séparée, des fois en double, des fois pas les mêmes du tout. Rassemblez vos questions dans un seul document. Faites une rencontre, tout le monde ensemble, ou envoyez le document. Assurez-vous que les autres administrateurs sont en copie, que tout le monde va recevoir les réponses. Ça va vraiment être la façon la plus efficace de travailler. Ça, c'est primordial si vous voulez avoir des réponses rapides des professionnels. Ils sont surchargés, donc c'est clair que des questions tout azimut et un courriel qui arrive, un, deux, trois, quatre, comme les points, les bullet points qu'on a là, ça va aller plus vite. Et je vous le dis, là, soyez organisés, puis prenez un qui porte le flambeau pour ce dossier-là, un porteur de dossier, ça va vous faciliter beaucoup comme conseil d'administration la mise en place de ça. Oui, absolument. Puis, tu sais, en tout cas, nos professionnels, mais aussi la plupart de ceux que je connais, sont bien contents là, de répondre aux questions. Leur but, c'est que vous compreniez les documents qu'ils vous ont Exact. livrés. Mais c'est sûr qu'après ça, si la façon dont tout ça se déroule est inefficace, ben c'est inefficace autant pour vous, pour que la personne qui les a faites, puis ça peut devenir là, un peu plus ardu. Point numéro 2, diffusion et information. Là, ça va peut-être susciter des réactions parce que ça peut, pour certains, paraître un peu euh, Extraterrestre. ouais, c'est ça. Mais on a accompagné beaucoup de clients, Ouais. Valérie aussi. Je l'ai vécu moi-même à quelques reprises en tant que copropriétaire, même en tant qu'administrateur. Et je pense que de retarder le plus possible le moment où on va donner de l'information aux copropriétaires, à mon avis, c'est une erreur. Donc, une fois qu'on a ces documents-là, qu'on a pris le temps de les regarder en conseil d'administration, de poser nos questions, viendra le temps à un moment donné de les déposer au registre de copropriété. C'est une obligation en passant et de communiquer aux copropriétaires que ces documents-là sont disponibles. Euh, Invitez, moi, c'est ce que je conseille de faire, invitez les copropriétaires à vous poser leurs questions par écrit. Spécifiez un délai dans lequel vous allez répondre à tout le monde sur toutes les questions qui auront été posées. Vous allez les rassembler dans un seul document, vous allez mettre toutes les questions et vous allez, dans un mois, dans 2 mois, envoyer ça à tout le monde. Pourquoi je dis ça? Parce que vous voulez éviter absolument, ça va être un choc pour certains des administrateurs, mais aussi pour certains copropriétaires, vous voulez éviter à tout prix de prendre les copropriétaires par surprise, à froid, lors de votre prochaine assemblée et de gérer des gens qui sont en mode réaction, qui réagissent à froid sans avoir été préparés. Si vous laissez la chance aux gens de poser les questions, que vous prenez le temps d'y répondre, premièrement, vous, ça va peut-être susciter des questions professionnelles. Donc, vous allez devenir meilleur dans votre maîtrise de ces questions-là et de ces dossiers-là. Vous allez être plus solide sur vos pattes en tant qu'administrateur. Mais c'est aussi que vous n'allez pas prendre les copropriétaires par surprise lors de l'AGA, là où c'est vraiment inefficace de prendre les gens par surprise. Une majorité des questions que les gens ont auront été répondues préalablement à l'AGA et vous allez voir à votre AGA ça va aller rondement, ce point-là va prendre 10 minutes. Donc, Je ça me serait mon permets de conseil pour vous. Allez, rajouter. vas-y, Oui, vas-y, parce Valérie. que tu viens dans ma table de Ben oui, gestion. absolument. Et ce que Julien a dit, c'est vraiment parfait. Puis moi, je vais renchérir que l'Assemblée générale, elle est là pour le rendre compte de l'année qui s'est passée. On a fait l'étude, mais si on commence à expliquer les rapports, votre assemblée risque de se prolonger inutilement. Et comme Julien l'a dit, on partage, on donne certaines consignes. Il y a des syndicats qui organisent une soirée d'information facultative. Donc, il n'y a pas de PV, mais on est là pour expliquer des petites choses. Puis, ça peut servir de soirée aussi à collecter les questions qui seraient posées aux professionnels. Mhm. Donc, soyez un peu
plus dirigé vers la transparence parce que vous allez y gagner comme conseil d'administration, mais comme syndicat de copropriété là-dessus. Et après ça, ben, ça mérite que les gens ont peut-être une idée de ce qui s'en vient. C'est plate à dire, mais Julien disait tantôt, même si on n'est pas d'accord avec les chiffres, le but de collecter de l'information, c'est pas ça. C'est malheureux, mais ça va donner le timing à des gens de dire peut-être que cette copropriété-là n'est plus pour moi, ou je voulais déménager, je vais mettre mon projet, ou je veux acheter là, ça va être bien vendeur. Donc, vraiment, la transparence, c'est important parce que ça va vous aider beaucoup, beaucoup à avancer Ah comme oui, puis de syndicat. toute façon, ils ont un droit d'avoir accès à ces informations-là. Ben Fait ouais. que mon idée, c'est pourquoi retarder ce moment-là à l'EGA alors qu'on est 10, 20, 30, 40, 50 dans une salle, puis que là, Exact. bon, un tel n'est pas content, puis là, l'autre embarque. Donc, on gère tout ça à l'avance, par écrit préférablement. Puis après ça, ben, la majorité là, des interrogations ou des objections auront été répondues. Puis si ça a déjà été répondu, en assemblée, là, lorsqu'on gère bien son assemblée, tu sais, une personne qui arrive, puis on a répondu déjà à toutes ces questions, puis qui se présente à l'assemblée, puis qui revient avec les mêmes choses, beaucoup plus facile aussi de dire on a déjà répondu à toutes ces C'est questions-là. classé. Exact, affaire classée. Troisième point, la mise en œuvre du carnet d'entretien. C'est un outil de travail et il y a une obligation légale du conseil d'administration de faire des mises à jour de son carnet d'entretien. Bon, rapidement, les mises à jour, ça veut dire quoi? C'est inscrire les dates qu'on a faites des entretiens, les dates qu'on a faites des réparations, les dates qu'on a faites des réparations majeures ou des remplacements de parties communes, documenter les coûts des travaux majeurs, donc réparation majeure et remplacement de parties communes, et déposer un certain nombre de documents, donc les contrats donnés à des entrepreneurs, contrats de garantie en vigueur, ce genre de choses-là. Donc, une nouvelle tâche égale un nouveau responsable. Donc, pourquoi pas nommer dans votre conseil d'administration une personne qui va être la personne attitrée à faire les mises à jour du carnet d'entretien. Donc, on donne cette responsabilité-là à quelqu'un, idéalement une personne volontaire de préférence. Oui. Sinon, on nommera un volontaire, comme on dit. Donc, l'idée, c'est tout de suite nommer un responsable. Après, ben, vous aurez également à décider de votre stratégie pour faire ces mises à jour. Là, il y a deux aspects sur le volet stratégique. Il y a le volet fréquence des mises à jour. La réglementation dit c'est minimum une fois par année. Probablement la moins bonne idée possible. Il fallait mettre un minimum là, dans le cadre légal, donc un peu comme un budget des états financiers, ils ont mis une fois par année. Mais vous allez perdre un temps fou à fouiller dans des courriels si vous faites ça une fois par année, à chercher des dates puis des documents. Voyons quand est-ce qu'on l'a réparé le drain, puis quand est-ce qu'on a fait le Qui nettoyage est du venu, donc? conduit, il est où le contrat. Donc, en le faisant en continu, ça va être beaucoup plus facile. Et si vous avez une personne responsable des mises à jour, hein, qui lui dit, bon, ben, tu sais, je vais aller tout de suite rassembler, on a fait ces travaux-là, je vais tout de suite rassembler l'information, aller mettre ça dans le carnet d'entretien, ça va être beaucoup plus efficace pour cette personne-là. Donc, si vous êtes appelé à être la personne responsable des mises à jour, je vous le conseille, faites pas ça une fois par année, une fois par mois au minimum, une fois par semaine, ou en continu, hein, dès qu'il y a quelque chose de fait, on l'inscrit. Donc, mais il faudra aussi, bon, fait qu'il y a le volet temporel, là, la fréquence des mises à jour. Après ça, il y a le volet aussi, comment on les fait, ces mises à jour-là? C'est quoi les outils qu'on va utiliser pour tenir notre carnet d'entretien à jour? Donc, je dirais que la plupart des entreprises aujourd'hui qui préparent des carnets d'entretien, comme chez Audi, c'est le cas. On va vous livrer évidemment des documents PDF signés par le professionnel, mais également une version Excel pour que vous puissiez faire des mises à jour directement dedans et utiliser ça et être autonome là, dans vos mises à jour, hein. C'est un document vivant, donc ça serait important de l'avoir avec ça. Posez la question à vos fournisseurs, à ceux que vous sollicitez pour faire votre carnet d'entretien. Ça serait très important d'avoir au moins ça. Bon, ce fichier-là, Excel, il y a des limitations. On peut aller inscrire des dates dedans, hein. Je peux vous montrer un exemple. Donc, ici, on a un carnet d'entretien Excel. On a notre onglet avec tout l'échéancier des réparations majeures dans lequel on peut venir se prendre des notes. Est-ce qu'on a reporté? Si oui, pour quelle raison? Sinon, on peut venir inscrire toutes les interventions qu'on fait dans notre onglet d'historique. On a fait ça à telle date, tel entrepreneur qui a fait ça, etc. Tous nos entretiens courants avec les mois de l'année, la fréquence à laquelle on devrait les faire. Puis bon, à toutes les fois qu'on fait des entretiens, on va mettre ça dans notre historique. C'est bien beau, mais il y a des documents à mettre dans le carnet d'entretien. Je ne sais pas si ça a déjà essayé de déposer un document dans un fichier Excel. Je vous dis tout de suite, ça ne marche pas.
Donc, ça vous prend aussi une solution pour stocker des documents. J'espère que vous en avez tous déjà une, puisque pour avoir un registre de copropriété, ce que tout le monde devrait déjà avoir, ça prend un endroit où mettre les documents. Bon, si vous cherchez une solution simple, pas trop chère, vous pouvez la regarder dans des solutions infonuagiques là, qui peuvent être gratuites là, avec certaines limitations, notamment un Google Drive comme ça, là, dans lequel vous pouvez vous créer une arborescence de dossiers, puis aller mettre vos contrats, vos papiers de garantie, vos manuels du fabricant, ce genre de choses-là. Vos factures, si vous voulez les joindre Ben là, oui, c'est ça, etc. exactement. Vous pouvez même vous créer un calendrier Google ou Outlook, dans Tout à lequel vous fait. allez vous mettre des rappels. Il ne faut pas oublier de faire cet entretien-là, tu sais, recevoir des notifications quelques semaines à l'avance qu'on a tel entretien à planifier, telle maintenance à faire, etc. Donc, il y a moyen de s'organiser avec des solutions comme ça, à peu de frais, et de quand même là, avoir une solution qui est efficace. Après ça, ben, il y a d'autres outils peut-être un peu plus spécialisés. Évidemment, bon, vous le savez, Woody en développe un, donc vous pouvez avoir une solution comme ça. Vous êtes capable d'avoir toute votre planification d'entretien, de travaux. Ça va être très, très facile d'assigner aussi les responsables des différentes tâches qui doivent veiller à ce que les entretiens soient faits. Vous allez pouvoir prendre des notes, vous allez avoir un fil d'activité qui va s'alimenter en continu. Super facile de venir déposer vos documents. Quand les choses sont faites, super facile de venir dire ça a été fait quand, ça a été fait par quelle entreprise. Ça a coûté combien? Si on reporte des travaux, ben pourquoi on les a reportés? Hein? C'est C'est aussi une ça. exigence du règlement. Il faut justifier les rapports également. Il faut laisser des traces de tout ça. Donc, ça va être super facile de faire ça. Il y en existe d'autres, des solutions, bon, généralement payantes. Il y a des solutions de gestion complète, plus que les gestionnaires immobiliers là, pour un parc immobilier vont utiliser. Mais ça vaut la peine de magasiner puis de voir qu'est-ce qui vous convient. Là. Il existe plusieurs alternatives possibles, mais ça fait partie de la mise en place de votre carnet d'entretien, de l'opération de votre carnet d'entretien. Il faudra décider de comment vous voulez faire ces mises à jour-là, comment vous voulez stocker les différents documents que vous devez archiver. Évidemment, hein, la personne responsable des mises à jour, je pense qu'elle devrait avoir son mot à dire. Hein. Donc, c'est pas les 48 copropriétaires qui devraient décider de c'est quoi la solution. Je pense que la personne qui va vivre avec devrait avoir quand même là, son mot à dire dans le choix de cette solution-là. Et ça, même si ça coûte quelques places par mois. Là. Donc, c'est une question d'efficacité opérationnelle aussi. Oui, puis ça vient avec le suivi du carnet d'entretien et du fonds de prévoyance. Absolument, absolument. Après ça, nommer un responsable pour les gros travaux. C'est peut-être la même personne, c'est peut-être une personne différente dans votre conseil d'administration. Bon, c'est quoi les gros travaux? Les remplacements, les réparations majeures de parties communes. Pourquoi ça prend une personne, à mon avis, qui focus là-dessus? Ben, parce que des gros travaux, ça se prépare à l'avance. Je vous le dis tout de suite, peut-être pas faire des soumissions en juin pour remplacer vos fenêtres en juillet. C'est la meilleure façon d'exploser les coûts de travaux. Vous Faites n'aurez vos demandes. personne. Ben oui, c'est Vous ça. aurez personne. C'est ça. Vous n'aurez personne, vous allez avoir du monde qui vont mettre le paquet parce qu'eux autres, ils font du temps double. Là. Fait que, C'est ils ça. vont mettre le paquet, puis on envoie à chaque année des clients qui nous renvoient des soumissions. Ils ont, Hey, vous avez mis tel estimé de coût de travaux pour ces travaux-là, puis toutes les soumissions sont pas mal plus chères que ça. Je dis, oui, mais vous avez demandé que les travaux soient exécutés à l'été 2025, puis on est en août. Donc, c'est normal. C'est pas en été que les entrepreneurs ont faim, c'est le contraire. Ils n'ont pas faim. Ils n'ont C'est pas ça. faim, ils n'ont aucun appétit. Donc, il faut essentiellement commencer ces démarches-là à l'avance. Petit truc du pro, fin de l'automne, pendant l'hiver, c'est des bons moments. Les carnets de commandes, souvent, sont pas mal moins pleins chez les différents entrepreneurs. Ça va être des bons moments pour préparer le terrain. Donc, important d'avoir une personne qui va être à l'affût de on doit planifier quoi comme travaux l'été prochain et qui va penser à ces choses-là à l'avance, commencer des démarches, contacter des entrepreneurs, commencer des appels d'offres. Donc, c'est pour Si ça je que je peux me pense que c'est un. permettre, Oui, dans votre responsable, ça peut ne pas être un administrateur. Donc, c'est important de voir si vous n'avez pas un copropriétaire qui est déjà dans les travaux. Ça peut être une personne qui dit, moi, je ne veux pas être administrateur, mais je suis prêt à vous aider pour tout ce processus-là. C'est pas obligatoirement délégué à un administrateur. Fait que faites-vous aider par vos copropriétaires à l'occasion pour des
dossiers ad hoc comme ça. Donc, Excellent point, Valérie. C'est sûr que la décision de à qui on donne oui, le contrat, si on a deux, trois soumissionnaires, va relever du conseil d'administration. Puis peut-être que vous pourrez inviter la personne responsable à assister à une réunion de CA pour dire qu'est-ce qu'il en pense. Puis après ça, le CA prendra sa décision. Mais effectivement, ça, c'est pas obligé d'être un administrateur, là. Ça peut être une personne, un copropriétaire bien intentionné, que lui, les réunions et la paperasse, ça l'intéresse moins, mais exact. gérer des travaux, lui, ça l'intéresse. Tu sais. Euh, Même chose, mais pour l'entretien courant. Donc, tous les entretiens qu'on doit faire quelques fois par année, une fois par année, une fois aux 2 ans, une fois aux 3 ans. Donc, nommer un responsable, encore une fois, ça pourrait être la même personne, mais je vous dirais que c'est une dynamique qui est différente. Donc, ça peut être une même personne, c'est pas un problème, mais si vous avez de l'intérêt au sein de vos copropriétaires ou du conseil d'administration, évidemment, ça peut être pertinent de séparer les deux. C'est juste parce que au niveau temporel, tu sais, des travaux, ça se planifie longtemps à l'avance. Les entretiens, on est plus dans du court terme. Donc, il y a moins de magasinage à faire aussi. C'est des coûts moins importants aussi, typiquement. Donc, nommer un responsable de l'entretien courant. Après ça, dans les choses là, que je pense qui sont importantes à prendre en compte, premièrement, est-ce qu'on fait tout ou on est peu? C'est sûr que vous demandez à un professionnel du bâtiment de vous dire quels sont idéalement tous les entretiens qu'on devrait faire sur l'immeuble. Ça se peut qu'il y en ait pas mal. Après ça, vous pouvez demander aussi aux gens qui vont soumissionner sur votre mandat de carnet d'entretien s'ils ont pour habitude de prioriser les entretiens pour vous aider justement à savoir qu'est-ce qui est vraiment non négociable et qu'est-ce qui est davantage préventif que si on diminue la fréquence ou on l'oublie une fois de temps en temps, c'est pas la fin du monde. Donc ça peut être quand même là, très, très, très intéressant comme approche. Donc, je vous montre un exemple ici d'un tableau, par exemple, là, d'entretien courant où vraiment on vient là, justement dire, OK, est-ce qu'il s'agit d'un entretien préventif, important ou obligatoire? Hein? Il y a des maintenances d'ascenseurs, des systèmes de protection incendie, c'est obligatoire. Là. On peut pas, c'est non négociable. Et les fréquences qui sont suggérées, les moments de l'année qui sont recommandés pour faire ces entretiens-là. Donc, dans tout ce qui est préventif, ça se pourrait qu'on décide d'épurer certaines choses, ça se pourrait qu'on décide de diminuer des fréquences. Donc là, c'est vraiment le temps justement d'établir notre stratégie en fonction des ressources humaines et financières qu'on a. Après ça, l'implication des copropriétaires, notamment au niveau des parties communes à usage restreint. Là, j'ai mis l'acronyme PCUR. Donc, tu sais, les vérifications de y a-t-il des fissures au niveau du balcon, y a-t-il de l'air qui passe dans mes cartes de fenêtre, ce genre de choses-là. Donc, il y a toutes sortes d'entretiens comme ça de parties communes à usage restreint qu'on pourrait venir déléguer aux copropriétaires, là, faire des communications de temps en temps. Voici ce qu'on vous demande de faire là, en termes de vérification automnale, printanière, etc. Donc aussi faire la séparation là, de ce qu'on peut demander comme apport des copropriétaires. Là. Surtout pour tout ce qui touche les petites vérifications simples à faire. Là. Donc, je l'ai mentionné, mais tu sais, vérifiez donc là, vos garde-corps de balcon. Là. Ils sont-ils bien fixés ou ils sont un peu chambranlants? Voyez-vous des fissures sur votre balcon? Bon, voyez-vous le calfeutrage autour de votre porte-patio qui est en train de se désagréger puis de fissurer? Donc, il y a toutes sortes de petites choses comme ça qu'on peut aussi demander là, au niveau de la part des copropriétaires. Et finalement, ben, ce qu'on fait en interne versus ce qu'on donne à contrat. Donc, évidemment, ça va faire partie aussi, hein, ça va avoir un impact sur vos charges communes. Donc, y a-t-il des choses qu'on peut faire à l'interne, encore une fois, des vérifications d'usage, des vérifications courantes de nature préventive. Après ça, il y a peut-être certains types de nettoyage là, qu'on peut faire soi-même. C'est ça, si on a des gens volontaires, hein, l'apport en heure de chaque copropriétaire. Je sais que des fois, c'est dur d'avoir de l'implication, mais évidemment, ouais, ça va avoir une incidence à la baisse. Et après ça, ben, ce qu'on ne peut pas faire nous-mêmes parce que ça prend des entreprises spécialisées, parce qu'il y a des risques, parce qu'il y a du danger, parce que ça prend des compétences techniques particulières ou parce qu'on n'a pas d'aide, ben, il faudra le donner à contrat. tout Hein, à c'est fait. tel que tel. Et dans ce que tu viens de dire, pensez à trouver des fournisseurs que vous allez reprendre annuellement. Donc, vous allez avoir peut-être des meilleures dates, des meilleures, je pense à l'inspection de la toiture. Bon, c'est sûr qu'on ne suggérera jamais à personne de tout le temps monter sur le toit, tout ça, laisser ça aux experts et tout. Mais prendre la même compagnie quand on est satisfait, ils viennent, font un petit rapport, il y a des choses à corriger, tout est beau, on le met là-dedans, mais de garder une constance avec vos fournisseurs, c'est important parce que vous allez avoir
des besoins, ils vont être là. Et puis, vous allez avoir un suivi tout le temps pareil. Donc, soyez Ouais. fidèles quand ça va bien. Ouais, par ailleurs, le responsable des mises à jour du carnet d'entretien, on peut se prendre des notes à ce sujet-là. On a-tu eu du bon service? Ils ont-tu fait du bon travail? Ils ont-tu observé des choses pendant qu'ils faisaient tel entretien? Tu sais, compagnie qui lave les fenêtres a remarqué qu'une coupe de fenêtres, que le calfeutrage était magané. On le prend en note. Mais tu sais, ça, c'est des choses aussi, ça va vous aider, surtout dans les changements de conseil d'administration. Là, tu sais, c'est pas le même monde qui sont là pendant des années et des années, mais de savoir si on reprend-tu le même ou on change parce qu'il ne nous donne pas du bon service. Parce Exact. qu'effectivement, quand on a trouvé un bon, on essaie de le garder. On termine avant de passer aux questions. La mise en œuvre de l'étude du fonds de prévoyance. Donc, le volet financier, évidemment, probablement le morceau de la nouvelle réglementation qui va faire le plus réagir parce qu'évidemment, ça a un impact direct là, sur les charges communes qui sont exigées des copropriétaires. Donc, même principe. Bon, on a reçu nos documents, on les a regardés, on a posé nos questions aux professionnels, on les a envoyés aux copropriétaires, on a commencé à répondre aux questions des copropriétaires, préparer le terrain. Après ça, bon, c'est qui notre responsable du budget, finance d'habitude? Ça va être souvent être un administrateur qui est nommé comme étant le trésorier. Mais bon, dans tous les cas, hein, ça prend de temps, au moins une personne là, qui est responsable de préparer et suivre là, le budget annuel de la copropriété. Moi, je vous dirais, si ce n'est pas déjà fait, profitez donc du fait que vous venez de faire votre étude du fonds de prévoyance pour avoir un compte bancaire séparé pour votre fonds de prévoyance. Ça va vraiment simplifier les choses de ne pas mélanger les sommes d'argent. Ça vous donne des protections aussi au niveau légal. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais votre argent va être mieux protégé de cette façon-là. Et Euh, c'est donc, une euh, obligation en passant. oui, c'est ça, effectivement. Donc, ça va vraiment, il y a vraiment plein d'avantages à faire ça. Donc, si ce n'est pas déjà fait, profitez-en pour ouvrir un compte bancaire. Vous appelez votre banque, là, puis d'habitude, il n'y a pas vraiment de frais pour ouvrir un compte, là. Donc, vous ouvrez un compte bancaire spécifiquement, votre fonds de prévoyance. Demandez un compte à intérêt élevé. Je pense notamment, là, bon, il y a différentes offres, mais je pense notamment au compte avantage entreprise chez Desjardins qui va vous donner au moins du 2 points, je ne sais pas si ça doit être rendu 2 ou quelque chose comme ça, du 2,20, ouais. 2. Tu sais, c'est mieux que zéro, là. Chaque dollar qui est générant d'intérêt, c'est des dollars que les gens n'auront pas à payer pour faire des travaux. Donc, puis ça ne coûte pas plus cher d'ouvrir ce type de compte-là. Donc, profitez de ce moment-là pour vraiment séparer le fonds de prévoyance là, du reste des Julien, avoirs de la copropriété. je dois rajouter quelque chose de ultra important pour ceux qui ont déjà des comptes avantages entreprises avec Desjardins. Pour le fonds de prévoyance, vous êtes sûrement au courant, mais pour jusqu'au présentement, depuis le 16 septembre, à aller jusqu'au 16 janvier 2026, Desjardins, c'est tout ce que vous transférez d'argent nouvelle, il vous donne 1% de plus. Bading, Donc, badang. Des Beding, centaines de badang, comme dollars. ça, c'est ça. Mais c'est important de ne pas attendre pour transférer les montants à la fin de l'année. Transférez-les donc plus tôt. Mensuellement, vous devriez planifier ça pour cumuler l'argent tout au long de l'année. Mais là, Desjardins, présentement, c'est la première fois qu'on voit ça. Donc, ceux qui sont avec Desjardins, go, transférez, que ce soit 1000, 10 000, transférez tout ce que vous pouvez à votre fonds de prévoyance. Ben, c'est ça. Puis justement, c'était l'autre point. Donc, mettre ça dans un compte bancaire séparé et puis programmer donc des transferts automatiques parce que c'est pas des gros pourcentages d'intérêt, mais si vous attendez à la fin de l'année pour mettre votre 10 000, ben, c'est 10 000 qui n'a pas généré d'intérêt pendant un an. Donc, si vous mettez un montant chaque mois là, avec des virements automatiques, vous risquez pas de l'oublier. Puis, chaque montant mensuel qui est ajouté, ben, il génère des dollars en intérêt. Donc, c'est vraiment une bonne pratique là, à mettre en place. Après ça, ben, dans la préparation de votre prochain budget, hein, vous recevez l'étude du fonds de prévoyance, prochaine année financière, il faudra intégrer les recommandations financières de l'étude dans votre budget annuel prévisionnel. Donc, faudra déterminer la contribution annuelle au fonds de prévoyance pour votre prochaine année à l'aide de l'étude. Donc là, ben, potentiellement qu'il y a plusieurs scénarios qui vous sont présentés dans l'étude. Vous devrez statuer sur lequel vous décidez de suivre. Maintenant, la question où tout le monde pose, est-ce qu'on doit suivre les recommandations? La réponse, c'est oui, c'est à ça que ça sert. Donc, bon, si vous ne le faites pas, hein, vous en porterez la responsabilité. Ceci dit, ben, surtout dans le cas où vous avez plusieurs options qui sont présentées, il faudra en choisir une et intégrer ce montant-là à votre prochain budget. Et lorsque votre budget s'est adopté,
pour faire le lien avec ce qu'on disait juste avant, n'oubliez pas d'ajuster vos virements automatiques au fonds de prévoyance Totalement. en conséquence. Tout à fait. Et après ça, une fois que ces mécaniques de base-là seront mises en place, ben là, ça sera peut-être le temps que la personne responsable du budget, des finances de la copropriété, voit avec la banque s'il y a possibilité là, de rencontrer un conseiller financier pour vous faire des propositions pour maximiser là, les intérêts sur le placement du fonds de prévoyance. Évidemment, il y a des règles à respecter, ça doit être des placements à capital garanti, mais il y a quand même là, des stratégies qui peuvent être intéressantes pour essayer d'optimiser tout ça. Si vous allez sur le site web de Audi, dans l'onglet Ressources, Guide, placement du fonds de prévoyance, c'est un guide qu'on a écrit avec nos amis de la firme Invia qui se India, spécialise ouais. en placement de fonds de prévoyance. Vous allez trouver plein de trucs vraiment pratiques là, dans ce guide-là là, pour vous aider là, à voir comment vous pourriez là, établir une stratégie. Évidemment, ce n'est pas un conseil financier appliqué à votre situation, c'est vraiment juste des grandes lignes, mais ça pourrait vous aider là, justement là, à faire plus de petits à votre fonds de prévoyance. Ça fait un peu le tour des quelques enlignements qu'on voulait vous donner là, une fois ces documents-là entre les mains du conseil d'administration, hein, chose qui va se produire pour des milliers de copropriétés dans les prochains mois et les prochaines années. Fait qu'on peut peut-être passer voir en mode discussion ou question avec les Absolument. auditeurs. Mais je sais que je suis certaine, avec toutes tes explications, Julien, tu as éclairé bien des gens. Et je reviens là-dessus, on comprend que c'est quelque chose qui vous arrive comme une patate chaude, là, mais on se calme, on essaie de mettre ça en place. Julien a donné plein de trucs. Naturellement, ceux qui ne l'ont pas encore, leurs outils, c'est le temps, c'est le temps. Attendez pas d'être rendu à la fin du terme de 3 ans. Parce que là, c'est comme vos fenêtres en plein été pour avoir une soumission dans 2 semaines, puis de faire les travaux dans 3 semaines. Ça arrivera pas bien. On a une première question. Dans le tableau de flux de trésorerie, Julien, ça Mhm. c'est au début. La colonne de contribution annuelle, est-ce que ça représente le montant qu'on doit ajouter au budget de frais communs? C'est-à-dire, s'il est écrit 23 000, on ajoute ce montant aux frais communs actuels selon la cote-part. Oui, c'est une bonne question. Je vais peut-être ramener le support Oui, visuel là, c'est pour capable, aider oui. à la réponse. Et là, c'est bien, bien, bien important que tout le monde comprenne. L'étude du fonds de prévoyance, c'est une étude du fonds de prévoyance. Ce n'est pas une étude de l'ensemble des charges communes de votre copropriété. Elle ne s'intéresse qu'aux réparations majeures au remplacement, au coût de ces travaux-là. Et le fonds de prévoyance ne sert strictement qu'à payer pour ces travaux-là. Donc, ce que vous voyez dans un tableau dans votre étude du fonds de prévoyance, c'est pas la totalité des charges communes à exiger des copropriétaires. Ça, c'est juste la portion fonds de prévoyance. Donc, dans votre budget annuel, il va y avoir des montants pour le déneigement, les assurances, pour l'entretien, pour des réparations mineures, des frais bancaires. Donc, il va y avoir de l'électricité, bon, toutes sortes de choses, des honoraires de gestion, toutes sortes de la comptabilité. Bon, bref, il va y avoir un paquet de choses là-dedans. Donc, ça, c'est les frais d'opération ou les dépenses d'opération courantes. Donc, souvent, pour ceux qui ont une comptabilité par fonds, on parle du fonds d'opération. Oui. Donc, et dans ce budget-là, il va avoir un montant à prévoir de contribution au fonds de prévoyance. Donc, ce que vous voyez dans votre étude du fonds de prévoyance, c'est juste un montant-là. C'est l'argent qu'on vous recommande de verser chaque année dans votre fonds de prévoyance, tout simplement. Donc, il est juste question de ça dans votre étude du fonds de prévoyance. Pendant que on voit la contribution de renflouement, là, tu peux-tu juste Ouais. passer là-dessus, Julien, parce que c'est un peu ce qu'on voit partout présentement, là? Oui, c'est ça. Ben, effectivement, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de copropriétés hein, que ça fait déjà plusieurs années qu'ils ne contribuent pas suffisamment à leur fonds de prévoyance, ce qui fait que le fonds de prévoyance est pas à niveau. Il n'est pas au niveau où il devrait être. L'affaire, c'est qu'on veut pas vous dire d'augmenter vos contributions annuelles à 40 000, puis dans 5 ans, quand on va faire une révision, de vous dire de les baisser à 20 000. On veut vous dire, c'est quoi le montant annuel qui est sain de mettre dans votre fonds de prévoyance chaque année. Donc, essentiellement, ce que vous voyez dans le tableau ici, hein, c'est le montant qui est sain pour cette copropriété-là et on va suivre l'inflation chaque année. On va l'augmenter un petit peu chaque année pour suivre l'inflation. Mais là, dans le cas présent, on parle d'une copropriété qui avait un fonds de prévoyance qui était
inadéquat au moment de l'étude. Donc, on va dire, Beaucoup de ben, il y rattrapage. a du rattrapage ou du renflouement à faire. Donc, on va venir calculer le montant du rattrapage qui est à faire et le répartir sur une dizaine d'années. Des fois, ça peut être moins là, si ce n'est pas justifié de le répartir là, jusque sur 10 ans, mais on peut le répartir sur 10 ans. Donc c'est ça. Puis, ben, c'est une béquille. Puis, à un moment donné, cette béquille-là, ben, on n'en aura plus besoin. On va juste continuer à contribuer à notre fonds de prévoyance en suivant l'inflation. Donc, Il reste, laisse cette diapo-là, s'il te ouais. plaît, cette image-là. On a deux questions sur la même chose. Comment qu'on peut expliquer la possibilité de rattraper le déficit sur 10 ans? Euh, Est-ce que c'est un délai réel, là, de 10 ans? Comment qu'on peut répondre à cette question? Fait que là, tu viens de répondre en partie un petit peu, mais peut-être que tu peux finaliser cette. Oui, ben écoutez, en fait, c'est une disposition transitoire du projet de loi 16 de 2019. C'est que si vous cherchez sur Google là, Assemblée nationale, projet de loi 16 2019, vous allez trouver là, la page de l'Assemblée nationale où vous pouvez aller trouver le projet de loi 16 qui a été adopté en 2019. Et vous allez aller à l'article, si ma mémoire est bonne, 154, je crois, dans ces eaux-là, mais je pense pas mal sûr de ma shot. Mais bref, c'est une disposition là, qui était prévue dans le projet de loi 16 qui disait si le fonds est insuffisant au moment de l'étude, ben, on peut faire le rattrapage du fonds de prévoyance là, sur un maximum de 10 ans. Donc, c'est prévu dans la loi et les professionnels qui réalisent l'étude devraient en tenir compte, là. Et c'est à peu près ce qu'on voit exactement dans l'exemple que tu nous donnes. On est à 10 ans quasiment. Exact. Parfait. Monsieur Bolduc, le syndicat devrait-il fournir une copie de l'étude de fonds de prévoyance aux copropriétaires avec cette nouvelle loi? Monsieur Bolduc, peut-être qu'il est arrivé en retard tantôt, mais Julien, j'aimerais que tu répètes parce que ça, c'est important. Il n'y a pas juste Monsieur Bolduc qui l'a peut-être pas compris ou il n'était pas arrivé, là, mais la Ouais. communication de de ces documents-là est cruciale. Oui, absolument. Donc, en fait, si vous allez voir hein, dans le Code civil, là, on vient dire à l'article 70 qu'est-ce que doit contenir minimalement ce qu'on appelle le registre de copropriété. Et il faut savoir que l'article juste après, il donne un droit d'accès garanti selon certaines modalités aux copropriétaires, aux documents qui font partie du registre. Et l'étude du fonds de prévoyance et le carnet d'entretien font partie des documents qui composent le registre là, de copropriété. Donc oui, en fait, là, il y a une garantie en fait, là, pour les copropriétaires de pouvoir accéder à ces documents-là. Ils les ont payés en passant, donc c'est un peu normal là, qu'ils puissent les consulter, hein. Ça les affecte eux aussi. Et non seulement ça, mais en fait, dans le projet de loi 16, là, il y a même encore une fois, là, il y a plein de choses intéressantes dans ces fameuses dispositions transitoires, mais il y a même un délai qui est prévu pour déposer ces documents-là au registre une fois que vous les avez obtenus. Je ne veux pas outrepasser là, les fins de détail. Si ma mémoire est bonne, je pense que c'est 30 jours, là. Une fois qu'on a reçu l'étude qui en a d'entretien, il devrait être déposé au registre dans les 30 jours qui suivent. C'est ça. Mais oui, ça fait partie du registre de copropriété. Donc, en théorie, n'importe quel copropriétaire à tout moment peut dire ben, je veux avoir accès à ces documents-là. Et vous devez là, prévoir les arrangements là, nécessaires là, pour y donner accès. S'ils en veulent des copies, ils ont le droit d'en obtenir des copies aussi. Vous pouvez Il y a prévoir des des frais. frais pour donner des copies. Évidemment, on est en 2025, Oui, donc si vous envoyez un fichier PDF, là, ça fait un j'espère que job. vous ne demandez pas des frais de reproduction pour avoir envoyé une pièce jointe dans un courriel. Tout à Ça ne fait. serait pas très raisonnable. Ceci dit, il y a beaucoup de copropriétés, je pense de plus en plus même, qui utilisent des systèmes comme celui de Audi ou d'autres pour bâtir leur registre de copropriété et juste donner un libre accès aux copropriétaires. Ça Totalement. vient juste diminuer la logistique des demandes d'accès à tel ou tel document. Ils ont une garantie d'accès, donc pourquoi pas avoir un système où ils peuvent juste librement accéder à ces documents-là, s'éviter d'avoir à des répondre à des demandes d'accès là, tout le temps pendant l'année, là. Tout à fait. L'autre point important pour M. Bolduc, c'est que le fait de rendre l'information disponible, cette information-là, on l'a dit tantôt, il y a beaucoup de choses dans l'étude du fonds de prévoyance qui font partie des données que vous allez devoir mettre dans l'ASSEC, donc l'attestation de la copropriété que vous devez remettre à un promettant, à un copropriétaire qui veut vendre son unité ou à un copropriétaire qui en fait la demande.
mais c'est qu'il y a des questions qui sont clairement reliées à ce qu'on vient de couvrir ce soir. Donc, si vous mettez une catastrophe dans la SEC d'un copropriétaire qui n'a pas vu l'étude de fonds de prévoyance, ben là, lui, quand il reçoit ça, il dit, voyons, j'ai-tu manqué un bout ou quoi que ce soit. Donc, soyez transparents, partagez-les. Euh, Mhm. on avait une autre question. Les responsables pour les mises à jour du carnet d'entretien des gros travaux doivent être des membres du conseil d'administration, point d'interrogation? Non. Ça peut être des copropriétaires. On peut faire des comités dans des plus grands syndicats, petits comités de suivi, d'études, etc. Mais comme monsieur dit, nous, on est 6 avec 3 membres du CA. Monsieur ou madame, je m'excuse, vous avez droit de partager les tâches avec des copropriétaires qui ont des comptes à rendre au CA, donc Ouais. aux administrateurs. Le seul bémol que j'ajouterais là-dessus, c'est que le règlement dit que c'est le conseil d'administration qui fait les mises à jour. Donc, est-ce qu'on peut avoir un copropriétaire qui nous donne un coup de main? Oui. C'est Oui, sûr après ça que le conseil d'administration va en prendre la responsabilité. Donc, il est quand même aussi bien de vérifier de temps en temps que c'est fait et totalement. que c'est bien fait, là. Tout à fait. Quelle est la différence entre le plan de gestion de l'actif et le registre de la copropriété? Oh, écoutez, ben, en fait, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Oui, Donc, le registre de copropriété, c'est comme on vient d'en parler, en fait, c'est un ensemble de documents qui constituent le registre de copropriété, qui sont les documents auxquels les copropriétaires ont une garantie là, légale de pouvoir accéder, obtenir des copies. Donc ça, c'est le registre de copropriété. Un plan de gestion d'actifs, en fait, c'est le carnet d'entretien et l'étude du fonds de prévoyance. Il y a différentes terminologies là, qui existent, là. Bon, le législateur, dans le projet de loi 16 et dans son règlement, n'a pas retenu le terme plan de gestion de l'actif. Ben, essentiellement, un malheureusement. plan de gestion de l'actif, c'est quoi? C'est une inspection, un rapport d'état d'immeuble, si vous voulez. C'est un carnet d'entretien, puis c'est une étude du fonds de prévoyance. C'est ces trois éléments-là. Donc, le législateur, dans sa définition du carnet d'entretien, lui, a décidé de dire que l'inspection, le rapport d'état d'immeuble, là, ça fait partie du carnet d'entretien. Puis il a décidé de dire, ben, en copropriété divise, c'est un carnet d'entretien, une étude du fonds de prévoyance. Donc, si vous entendez plan de gestion d'actifs, c'est ce dont on parle. Donc, c'est vraiment votre outil de gestion de l'actif, autant au niveau technique que financier. Et ces documents-là, ils font partie du registre. Donc, l'un est dans l'autre, hein. Donc, le plan de gestion d'actifs, c'est le carnet d'entretien et l'étude du fonds de prévoyance. Ce sont des documents qui font partie du registre de copropriété. Le registre de copropriété contient la liste des copropriétaires, contient la déclaration de copropriété, les résolutions qui ont été adoptées, les états financiers. Donc, allez voir là, sur Condo Légal là, la définition du registre de copropriété. Vous allez voir tout ce que ça doit contenir. Effectivement, sur Condo Légal, il y a des fiches pratiques sur tout, sur l'attestation qu'on a fait référence à plusieurs reprises. On a une web radio il y a 2 semaines. Vous avez tout accès à ça, donc allez visionner tout ça. Il y a quelqu'un qui revient avec le 10 ans. Avons-nous 10 ans de délai pour ramasser les fonds quand le carnet d'entretien et la fonds de prévoyance sont faits? Là, on a vu tantôt un scénario de renflouement, là. OK? Donc, je vais Ouais. laisser Julien répondre, là, mais on ne peut pas nécessairement dire, mais on ne mettra rien, mais la 10e année, on ramasse tout le monde avec 300 000 de cotisation, là. Soyez prudents. Fait que là, je vais donner là, un truc super simple parce que ça, là, c'est des questions qui reviennent tout le temps, tout le Tout le temps, temps, tout tout le le temps. temps, 10 ans, puis là, ce qu'il faut faire, c'est suivre l'étude. Vous n'avez même pas besoin de vous poser aucune autre question. Ce qu'il faut faire, c'est suivre l'étude du fonds de prévoyance. Ça va vous dire combien mettre dans le fonds de prévoyance chaque année. Vous n'avez même pas besoin de penser à ça, là, parce que ces notions-là, en fait, ils viennent un peu brouiller les cartes pour beaucoup de monde. Parce que ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est qu'un fonds de prévoyance, c'est pas un fonds d'auto-assurance, hein. Le fonds d'auto-assurance, notre franchise, c'est 10 000, on met 10 000 dedans. Si on s'en sert pas, on s'en sert pas, il reste là. Si on s'en sert, on remet 10 000. Fonds de Absolument. prévoyance, des travaux dans votre bâtiment, il va toujours en avoir. Le fonds de prévoyance, ce n'est pas une cible statique à atteindre. On dit, ben, ça prend 100 000, puis après ça, on n'en met plus. Vous allez toujours mettre de l'argent dans le fonds de prévoyance. La seule façon d'arrêter de mettre de l'argent dans le fonds de prévoyance de la copropriété, c'est de démolir la copropriété. Quand que le bâtiment sera en fin de vie utile un jour dans 200 ans, ça va arriver probablement dans bien des cas, compte tenu de la qualité des La constructions construction. qui est trop souvent mauvaise. Mais
vous allez toujours mettre de l'argent dans le fonds de prévoyance. Donc, ce que vous devez suivre, c'est les recommandations de l'étude. Ça vous dit combien d'argent mettre en 2026, en 2027, en 2028. Vous suivez ça tout simplement. Donc, c'est pas. Ça vous dit qu'il faut mettre 30 000 en 2026, puis on dit ah, on a 10 ans pour mettre 30 000. Non, non, vous n'avez pas 10 ans pour suivre l'étude. Vous devez commencer à suivre l'étude dès maintenant. Vous regardez le montant qui est recommandé chaque année. C'est ça que vous mettez dans votre budget professionnel qui fait votre étude va tenir compte là, des scénarios là, où il y a du renflouement qui est nécessaire. Vous faites juste suivre année après année les recommandations financières qui vous sont données. Effectivement, on a une question, Monsieur Pierre. La contribution annuelle est un renflouement prévu dans 5 ans. Est-ce que nous sommes mieux de faire une contribution spéciale dans 5 ans? Je pense que, Julien, je peux te laisser répondre, mais on vient d'expliquer. Dépendamment de ce qui est écrit dans votre étude, essayez de le suivre, là. C'est pas à vous autres à refaire des calculs et tout ça, là, mais je te laisse ajouter ton grain de sel là-dessus, Fait que, tu sais, Julien. je vais faire un comparatif, puis tu sais, je sais que ça peut paraître un peu simple, mais tu sais, c'est-tu mieux pour moi si mon conseiller financier dit que ça me prend 1 million pour ma retraite à 65 ans, j'attends ça à 65 ans pour mettre 1 million dans mon REER, ou j'en mets un peu chaque année pour faire des intérêts, faire travailler l'argent? Même principe. Donc, il y a une raison pourquoi ce renflouement-là, on ne vient pas dire on le rassemble en une shot dans 10 ans. Premièrement, c'est pas à juste les copropriétaires qui vont habiter l'immeuble dans 10 ans de payer 100 Exact. du renflouement. Donc, c'est pour ça qu'on veut l'étaler dans le temps. Deuxièmement, il y a un incitatif financier à ne pas faire ça tout d'un coup plus tard. C'est aussi de faire travailler l'argent puis de générer des intérêts. Donc, il faudra le faire tôt ou tard, ce renflouement-là. Idéalement, là, le renflouement, on le ferait toute la première année, en fait. Ben oui. Mais c'est déjà Si, pas si on- vivable Ben oui, des fois, là. Fait que on c'est vient ça. l'étaler pour essayer que le monde puisse souffler un peu, puis quand même, là, pas trop engorger tout le monde avec des sommes à déposer de façon astronomique. Mais la moins bonne stratégie, c'est de dire si on a 50 000 à renflouer, c'est d'attendre 10 ans avant de le renflouer. C'est pas équitable envers l'ensemble des copropriétaires, puis en plus, on ne fait pas travailler l'argent. Puis, pelleter par en avant, ça rend service à personne, là. On s'entend, là. Non. OK? Ça nous amène des lois et des règlements comme ça. Oui, parce que c'est ce qu'on a fait pendant les 56 ans de la C'est copropriété. Donc, c'est ça. on l'a essayé de ne pas planifier, puis ça ne marche pas. Fait que là, on planifie. C'est important aussi de dire que certaines études de fonds de prévoyance prévoient des contributions spéciales plus grosses dans le genre modernisation des ascenseurs. Bon, on ne peut pas l'étaler trop parce qu'on vient de le mettre, les syndicats, il y a 10 ans ou des choses comme ça. Là, on revient à la base. Suivez ce qui est prévu dans l'étude. Votre professionnel a dit en 2028, je vais faire 250 000. Ben, les gens qui sont là, on l'étude, le savent, ils se préparent. Et les gens qui achètent, peuvent avoir accès à l'étude et se préparent s'ils achètent. Parce que Ouais, ce qui est puis suivez important, les petits trucs là, qu'on a donnés, hein. Vous ben oui, recevez l'étude, vous la lisez, vous voyez si vous comprenez les recommandations. Si vous ne les comprenez pas, vous posez des questions aux professionnels, mais c'est après ça, ça, on va essayer là, autant que possible de suivre ces recommandations. tout à fait. Donc, il est 20h02, Julien. Alors, on a fait le tour des questions. Ah, il en m'en reste une, c'est il m'en reste deux. Monsieur, es-tu Vas-y, capable? vas-y. On y va? Ben oui, ouais, Monsieur ouais, ouais. Desroches, comment les mailings... Bon, une compagnie nous a déjà produit un rapport d'étude de fonds de prévoyance. Plusieurs mois plus tard, cette même compagnie produit un carnet d'entretien, mais sans plan d'action. Il y a quelques mois, un ingénieur a fait une inspection et produit un rapport d'état de l'immeuble avec plan d'exécution, tant des travaux majeurs que des travaux d'entretien courant. Comment concilier légalement ces trois rapports? Donc, M. Desroches aimerait avoir ton idée là-dessus. Ouais, ben écoutez, là, je vais vous ramener, c'est un peu plate, là, mais je vais vous ramener au règlement. C'est-à-dire que déjà, je sens il y avait peut-être une incompréhension là, des personnes qui ont fait ces travaux-là pour vous. Pourquoi? Parce que c'est quoi un carnet d'entretien? Puis là, on revient à la web radio là, où il était question du règlement en tant que tel.
mais le carnet d'entretien, Du 20 août. il comprend une inspection, une évaluation de l'état de la durée de vie utile restante. Il comprend une planification des réparations majeures et remplacements sur 25 ans. Il comprend une planification des travaux d'entretien requis. Donc, le carnet d'entretien, l'inspection en fait partie. Et d'un point de vue réglementaire, le professionnel qui prépare le carnet d'entretien, ça doit être le même ou une personne sous sa supervision qui est venue inspecter la copropriété. Donc, tu sais, déjà qu'il y a un rapport d'état d'immeuble qui a été fait après, ça fait comme pas de sens. Normalement, la personne qui fait le carnet d'entretien doit venir inspecter les parties communes de la copropriété et ensuite établir le plan d'action qui est le carnet d'entretien basé sur ses observations et sur les documents, bon, les plans, etc. Mais en grosse partie basé sur ce qu'il a observé sur le terrain. Donc, je peux comprendre en fait que vous sembliez, compte tenu de l'ordre dans lequel les choses ont été faites, je peux comprendre que ça vous semble peut-être un peu incohérent. Maintenant, c'est sûr que le règlement il est assez récent, mais je vous dirais que normalement, les gens savaient ce que c'était un plan de gestion d'actifs, Ouais. donc de faire un carnet d'entretien, une étude du fonds de prévoyance, puis de faire l'inspection après, logiquement, ça ne fait pas de sens, là. Donc, il y a peut-être des questions à poser là, aux gens qui ont fait ces travaux-là pour vous. Puis aussi, il faut faire attention dans un rapport d'état d'immeuble, ça peut être ponctuel pour un professionnel, pour une enveloppe de bâtiment, problème d'enveloppe, ces choses-là. Donc, faut faire attention. Puis aussi voir, Monsieur Desroches, hein, quelle année les rapports ont-ils là, pour être sûr qu'on ne se mélange pas. Mais Exact. Puis ça, c'est un. tôt ou tard, on va mettre ça ensemble, ça va venir que votre syndicat va avoir une date donnée. Absolument. Puis vous le voyez, là, tu sais, qu'on prenne le plan de gestion d'actifs puis qu'on le sépare en carnet d'entretien et études ou rapport d'état d'immeuble, carnet et études, là, peu importe. Ce sont tous ce sont tous des composantes du plan de gestion d'actifs. Ce sont tous des choses qui s'emboîtent les uns dans les autres et qui sont complémentaires, absolument. Donc, c'est dans le carnet d'entretien qu'on a la planification des travaux sur 25 ans. L'étude vient estimer les coûts des travaux et nous faire des recommandations financières. Le carnet d'entretien est basé sur une inspection qui a été réalisée dans le cadre du mandat de la préparation du carnet d'entretien. Donc, tu sais, si vous êtes parti dans une direction où vous avez fait ça avec des personnes différentes à différents moments dans le temps, là, réglez ça à votre prochaine révision, là. Oui, Faites tout faire ça en même temps par la même firme, le même professionnel. Ça va vous donner, on le dit d'ailleurs là, depuis longtemps, là, c'est ce qui va vous donner le maximum de cohérence, mais aussi le meilleur prix. Donc, séparez exact, pas ces exact. choses-là, faites tout faire ça en même temps, là. Exact, exact. Euh, Juste deux questions qui nous restent, Julien. Avec plaisir. On est un syndicat, Madame Jackie, de 4 unités. Y a-t-il un avantage à faire affaire avec une compagnie qui se spécialise dans les petites copropriétés et les autres compagnies? Ben, écoutez, tous les professionnels sont habilités à faire des études. Il y en a qui font juste du petit, ça c'est sûr, parce que quand on est un 375 unités, il y a certaines compagnies qui veulent pas embarquer là-dedans. Mais je vais laisser Julien répondre parce que Audi est spécialisé dans les petites copropriétés. Oui, absolument. Tu sais, je vous dirais, puis ton point est bon, Valérie, là, tu sais, la personne qui fait des carnets d'entretien pour des tours de 15 étages est capable de faire un carnet Ben oui, d'entretien pour un 3 étages. L'inverse, n'est pas toujours vrai, par exemple. Les bâtiments exact. plus grands, ils ont des complexités de la mécanique du bâtiment beaucoup plus complexes que les plus petits immeubles. Non, pas nécessairement. Ça ne veut pas dire que ceux qui font juste des petits ne sont pas bons dans ce qu'ils font. Au contraire, ils sont spécialisés dans ce qu'ils font. Ceux qui font des plus gros sont typiquement plus spécialisés dans les plus gros. Maintenant, petite tranche d'histoire, pourquoi nous, Audi, on a décidé de réserver 100% du temps de notre équipe de professionnels aux petites copropriétés? Ben, en fait, ça fait partie de notre mission. En réalité, c'est parce qu'il y a plusieurs années, quand on a fondé l'entreprise, ben, il n'y en avait pas des professionnels qui voulaient faire des mandats pour des petites copropriétés. Puis faire un carnet d'entretien puis une étude du fonds de prévoyance, ça coûtait 5-6 000 pour un 12 unités. On trouvait que ça Exact. n'avait pas de bon sens. On trouvait que c'était important qu'il y ait des entreprises là, qui amènent de la concurrence parce que 90% des copropriétés au Québec ont 20 unités et moins. Donc, c'est pour ça, nous, qu'on a choisi de focuser là-dessus. Puis, voyez-vous, notre pari est réussi, c'est-à-dire que, bon, évidemment, ça l'a amené beaucoup plus de concurrence pour les petites copropriétés. Et les petites copropriétés, aujourd'hui, ont accès à de bien meilleurs tarifs, puis des compagnies qui se spécialisent dans des plus petits bâtiments, qui font du très bon travail. Donc, tant mieux pour les petites copropriétés qui sont très, très, très nombreuses au Québec. Absolument. Et là-dessus, je suis obligée de dire avant de prendre la dernière question, on remercie notre belle Micheline
qui est une dame formidable qui a fait justement une étude, je pense que c'est il y a 1 an et demi, tu peux me corriger, Julien, qui a sorti dans un condo liaison. Et Micheline et son collègue ont fait une étude sur les, les grandeurs de syndicats de copropriété. Et effectivement, le Québec, dans 90% des copropriétés au Québec sont de moins de 21 unités. Et ça, on n'avait jamais eu une statistique. Ouais. Il y a plein d'autres statistiques dans Puis je leur pense que ça registre. disait aussi que même la moitié de ce 90 Oui, là c'est c'est à du 8. 10 unités et C'est moins. ça. Fait que Exactement. c'est beaucoup, beaucoup de copropriétés, là. Mettons qu'il y en a 35 000 au Québec, là, ça en fait des milliers et des milliers. Tout à fait. C'est ça. Fait que pour ceux qui se posent la question pourquoi, mettons, chez Woody, on focus ces petits bâtiments, ben, c'est par choix. C'était pour qu'il y ait de l'offre, pour qu'il y ait de la concurrence dans ce créneau-là. Mais tu sais, je veux dire, si vous pouvez demander à, tu sais, à un professionnel qui a l'habitude de faire des grandes tours au centre-ville de Montréal, de faire votre carnet d'entretien, mais c'est sûr que pour l'intéresser à votre projet, ça risque de faire Exact. augmenter les honoraires, c'est normal, là. Puis là Donc, aussi, il y a une question de disponibilité de la main-d'œuvre. Et ouais. bon, il y a des. Ben, puis chez vous, vous en faites des grosses avec des petits beaux chemins, là. Je veux dire, Oui, vous avez absolument. une offre de service avec vos professionnels et tout, mais faites faire des soumissions. Puis il y a plein de gens intéressants dans le milieu qui sont spécialisés. On parle de Saint-Pierre et associés, etc. Ben, Donc, magasiner, oui, c'est voyez avec ça. qui vous êtes à l'aise, sont-ils crédibles? L'affaire, en fait, que je dirais qui est peut-être la plus importante, là, c'est pas petite, moyenne, grosse copropriété. Je vous dirais, c'est surtout qu'ils soient spécialisés en copropriété. Oui, Parce qu'il y a tellement de subtilités dans les règles de déclaration de copropriété, les plans cadastraux, horizontal, vertical, ce qui est privatif, ce qui est commun. Tu sais, nous, le fait qu'on en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup et qu'on ne fait que ça, oui, tu sais, non, on n'inspecte pas fait pas d'inspection pré-achat de bungalow le mardi, puis le mercredi matin, on fait des une carnets étude. d'entretien de C'est copropriété. On ça. ne fait que des carnets d'entretien des études du fonds de prévoyance, ce qui fait que, tu sais, on sait tout ce qu'il y a à savoir sur toutes les subtilités de la copropriété à peu près. On a le réseau lorsqu'il y a des situations particulières au niveau légal, par exemple, là, d'aller chercher des ressources pour venir répondre à des questions vraiment très, très, très pointues. Donc, je dirais que ça, c'est un facteur peut-être plus important, en fait, dans votre recherche, là. 100% d'accord. Oui. C'est vraiment, c'est une niche, la copropriété, là, puis ça prend beaucoup de temps pour avoir toutes ces connaissances-là qui sont nécessaires pour faire du bon travail, là. Absolument. Dernière question avant qu'on vous quitte, chers auditeurs, et mon ami Julien, qu'on va laisser quitter, et moi aussi. Pour être bien certaine de comprendre, je verse les contributions au fonds de prévoyance selon l'étude. Ainsi, si j'ai des travaux urgents qui n'étaient pas prévus dans les 0,5 prochaines années qui surviennent, est-ce que je peux prendre la totalité du montant accumulé au fonds de prévoyance? Je suis contente de cette question. Merci. Il n'y a pas de nom, mais merci Merci de beaucoup. votre question. Donc, fonds de prévoyance, c'est un fonds pour des travaux on prévoit d'avance. Donc, c'est pour payer les coûts estimatifs des réparations majeures et des remplacements dont on a estimé les coûts d'avance et on accumule les sommes, les imprévus. C'est là que c'est le temps de sortir les cotisations spéciales. Donc, pendant des années, les gens ont payé des réparations majeures qui étaient prévisibles 30 ans d'avance à coût de cotisation Oui, spéciale puis ils se servaient du fonds de prévoyance pour payer des imprévus. C'était le monde à l'envers. c'est ça. Donc là, en fait, quand il y a des imprévus qui nécessitent des sommes additionnelles pour être capable de payer des travaux urgents, c'est là où on convoque une assemblée générale extraordinaire et qu'on dit, malheureusement, on doit vous demander une contribution spéciale, payer ces travaux-là qui n'étaient pas prévus. Et on peut-tu rajouter, Julien, que l'argent du fonds de prévoyance sert aux éléments qui sont mentionnés dedans? Fait que c'est pas, Exact. comme tu viens de dire, c'est Exact. pas un bar open, là. Exactement. Puis ça, en fait, c'est aussi un des effets très positifs là, de ces études-là. C'est que, tu sais, je pense qu'à tous les jours, on se fait poser par des gens, pas nécessairement nos On clients, mais peut-tu prendre ça? on peut-tu payer telle chose avec le fonds de C'est ça. prévoyance? Ben, le fonds de L'intercom, on prévoyance, peut-tu le prendre? c'est ça. En fait, le fonds de prévoyance, il devrait être attaché à un plan. Un plan pour des remplacements et des réparations majeures qui sont prévisibles à court, moyen et long terme. On estime les coûts et c'est pour payer ces coûts-là qu'on accumule de l'argent. Donc, ça vient aussi clarifier
à quoi il sert le fonds de prévoyance, parce que là, on a toutes les interventions pour lesquelles on finance notre fonds de prévoyance, là. Donc, ça vient vraiment clarifier là, ce qu'on paye avec le fonds de prévoyance et l'effet, bon, et par extension, ce qu'on ne paie pas avec le fonds de prévoyance. Mais lorsqu'on a des réparations importantes qu'on doit faire rapidement, que ça prend des sommes additionnelles, c'est le temps de demander une contribution spéciale. Il y a aussi des plans, des études de fonds de prévoyance qui prévoient des allocations pour des remplacements de pompes submersibles. Je donne cet exemple-là qui me vient en tête. Bon, donc, il faut juste aller collecter l'information pour répondre à la question de la personne, ben, c'est d'aller voir s'il y a une allocation qui est disponible dans votre 5 ans, puis bon, là, je devrais peut-être pas dire ça, mais on devance d'un an la pompe submersible, mais elle était là, l'argent, bon, on peut y aller. Mais comme je vous dis, c'est les éléments qui sont prévus dans le rapport que vous prenez. Et le reste, ben, c'est comme on vient de dire, ben, on a toujours marché à cotisation spéciale, mais là, prévoyez des cotisations spéciales pour ça, puis prévoyez aussi un peu d'argent dans votre budget pour des imprévus. Je trouve qu'il n'y a pas assez souvent dans les budgets un petit montant pour les imprévus qui peut s'accumuler pour servir pour de l'entretien naturellement. Donc, Mhm. ça fait le tour de nos questions. Euh, Merci beaucoup. Je pense qu'on a pu éclairer Julien et moi ce soir, j'espère, d'entre les gens d'entre vous qui sommes avec nous et d'éclairer ceux qui écouteront la web radio par la suite. Merci, Julien. Merci beaucoup. Je sais que tu nous as fait énormément depuis le mi-août des présentations. Le Euh, marathon qu'on dit, le c'est ça, marathon. exactement. Alors, merci encore d'avoir été là. Et comme on Avec l'a dit, plaisir. Oudi se spécialise, qui était notre commanditaire de la soirée, se spécialise dans les petits syndicats. Donc, faites-leur demander, demandez-leur une soumission. C'est pas compliqué. Allez sur leur site Internet. C'est info@audi.ca. Vous allez sur notre site web, audi.ai. Puis une Oui, particularité chez Audi, c'est que tous nos prix sont directement sur notre site web. Fait que, totale transparence, il n'y a pas de cachette, vous savez ce que ça coûte. c'est ça, exact. Fait que merci encore, Julien. Merci au RGCQ, merci à Lanceny qui est avec nous. Et on vous invite toujours à vous mettre membre. Vous pouvez revoir tous nos web radios. On a fait celle du 20 août qui était sur le nouveau règlement. On a fait celle il y a 2 semaines sur la SEC, l'attestation du syndicat de copropriété, qui est obligatoire à remplir par les administrateurs d'un syndicat lors qu'on demande dans les 15 jours. Ce n'est pas une option. Mettez-vous pas en péril. Là, j'embarque sur d'autres choses, mais mettez-vous pas en péril de décider de ne pas remplir ça parce que ça ne vous tente pas ou parce qu'il n'a pas mis son unité à vente. Une demande, vous êtes obligé de la compléter. Allez revoir nos web radios et celle de ce soir sera là rapidement avec Lanceny. Pour la prochaine web radio, on devait parler du contrat d'assurance. On a changé l'agenda. Ça fait qu'on vous revient sur le Facebook pour vous indiquer le sujet, mais encore un sujet très passionnant à venir pour le prochain 15 octobre. Alors, merci à vous tous. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, un gros merci, Julien Lanceny. Merci Merci, à bonne toi. soirée, à la prochaine, bye bye, bonne soirée.